J'ai découvert Bénédicte au travers du podcast Le Love Gang, où Samia raconte à ses invités les histoires d'amour de ses auditeurs et auditrices et les commente avec eux. Et au travers des histoires des auditrices, on découvre aussi des bouts d'histoire des invités. Bénédicte a participé à ce podcast et j'ai découvert d'elle plusieurs choses. Déjà qu'elle est journaliste indépendante, notamment pour des podcasts bien connus comme Passage ou Le cœur sur la table. Aussi qu'elle est l'autrice d'un livre, Mort ou flic, dont on parle en début d'épisode. Et enfin qu'elle est bi, comme moi, qu'elle a des réflexions sur les schémas relationnels dans lesquels je me retrouve beaucoup, notamment dans la place qu'elle donne à ses amitiés, et qu'elle a été pendant des années chef scout. Je me suis dit qu'il y avait des liens à faire et lui ai proposé de venir à mon micro pour parler de tout ça. Avec elle, je réalise quelque chose que j'ai envie de réaliser depuis le début du projet, à savoir d'interviewer des personnalités publiques qui ont un intérêt spécifique pour l'amour et la sexualité et qui ont une culture chrétienne, mais qu'on n'interviewe jamais sur ce deuxième versant. Parce qu'en France, on parle de foi de manière dérobée ou on n'en parle pas, notamment quand on ne rentre pas dans toutes les cases de l'institution et que ça nous a fait prendre de la distance, quand on ne sait pas dans quel espace faire habiter le récit de cet héritage et comment cela résonne en nous aujourd'hui. Je remercie donc Bénédicte pour sa confiance et vous laisse, sans plus tarder, avec son histoire. Salut Bénédicte. Salut. Merci de m'accueillir chez toi. Avec pour cet plaisir. épisode. Alors, tu es journaliste indépendante et tu es aussi autrice du livre Mort ou flic que tu as coécrit avec ta consoeur Gaëlle Chihan. Un livre que j'ai lu, que j'ai adoré, mais je te propose d'en parler un tout petit peu avant qu'on commence l'interview sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Pour parler de Mort ou flic, déjà à la base, c'est un podcast qu'on a fait avec Gaëlle quand on était étudiante encore en master de journalisme. Et ensuite, on l'a adapté en livre. Et donc, le livre, c'est vraiment le récit d'une enquête sur mon arrière-grand-père, qui était policier à Paris pendant l'occupation, qui était corse aussi. Et donc, moi, j'ai toujours été persuadée, quand j'ai découvert un peu son histoire, qu'il avait collaboré. Et en fait, c'était un doute qu'on avait dans la famille, mais on n'en parlait pas trop, avec ce truc un peu très tabou, très honteux. Et un jour, je me suis dit qu'il fallait enquêter, aller au bout du doute. Et donc, c'est une plongée dans l'histoire de la police à cette période. Mais c'est aussi les réflexions de nanas dans leur vingtaine qui sont bi, qui sont politisées à gauche, qui sont journalistes et qui font plein de liens en se disant mais en fait pourquoi c'est tellement important à notre âge aujourd'hui dans la période politique qu'on traverse de se poser les questions de qu'est-ce que ça veut dire de collaborer en réalité avec un régime fasciste, qu'est-ce que c'est d'être un individu dans un régime autoritaire et quels enjeux il y a à l'intérieur de chacun. Voilà, parce que en fait, il y a plein de choses qui ressemblent aux années 30 aujourd'hui. Oui. Voilà. Oui, merci pour cette présentation. Du coup, je l'ai lu, je l'ai fini aujourd'hui même. J'ai adoré ce livre. Tu dis à un moment donné que c'est une des questions que tu poses aux gens de qu'est-ce que faisaient vos arrière-grands-pères pendant la guerre, est-ce que vous le savez et tout. Et moi, c'est aussi une question que je me pose parce que j'ai des parents à moitié alsaciens et à moitié allemands, et finlandais, mais on va dire il y a vraiment ce côté allemand et alsacien avec toutes ces questions qui se posent aussi de qu'a fait mon arrière-grand-père. Et cet été, je me suis mis à fond dans des recherches généalogiques et je trouve ça hyper intéressant de comprendre son récit familial. Donc merci beaucoup et du coup je mettrai évidemment toutes les infos en barre d'infos pour vous procurer ce livre si ça vous intéresse. Mais on va passer du coup maintenant à l'objet de notre interview et je vais te poser ma question phare qui est est-ce que tu te rappelles d'une première fois où tu as entendu parler de sexualité, de relations amoureuses dans un contexte chrétien, enfant ou adolescente peut-être?
En fait, je m'en souviens pas d'un moment en particulier, parce que je pense que quand j'étais petite, j'écoutais pas à la messe. Mais je me souviens, mes parents, ils nous donnaient des livres, c'était genre des albums qui racontaient la vie de Jésus, et du coup, on les feuilletait pendant la messe pour s'occuper, parce que ça paraissait immensément long. Mais je pense que pour moi, la question s'est vraiment posée au moment du divorce de mes parents. Parce que ça se faisait pas. Et mon père, il s'est remarié avec ma belle-mère pas très longtemps après le divorce. Et tout le monde était chrétien, catholique en l'occurrence. Et en fait, mon père, il a eu à cœur de se marier religieusement avec ma belle-mère. Donc je pense que c'est à ce moment-là, parce que donc, pour pouvoir se marier religieusement avec ma belle-mère, il a demandé la nullité du mariage avec ma mère. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que ça veut dire. Donc il m'a expliqué que le mariage c'était un sacrement, mais que, bon, en l'occurrence, il vient d'une famille de juristes. Donc il y avait aussi toute la notion de droit canonique et de qu'est-ce que le mariage en termes de droit, y compris dans l'Église. Et donc je pense que c'est à ce moment-là, avec ce truc de... En fait, même si tu peux te... Enfin, le mariage, c'est quelque chose qui est tellement aligné, censé être aligné avec toi-même, dans ta foi. Enfin, ce côté sacrement, c'est pas juste deux personnes qui se disent oui devant un prêtre. En fait, si on se dit oui, mais qu'on ne le pense pas vraiment, c'est pas un vrai mariage aux yeux de l'Église. Et donc là, j'ai trouvé ça intéressant. Même si, bon, et puis il y avait tout le côté de « Ok, le mariage de mes parents est annulé, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que mon baptême vaut quelque chose ?» Parce que j'ai tout mélangé. Mais voilà, ouais, donc c'est vraiment à ce moment-là. Ah bah c'est intéressant parce que je ne savais rien de ces questions de nullité, et j'ai lu justement un carrousel d'un média chrétien ce matin là-dessus, sur le fait que du coup la nullité c'était s'assurer que du coup le mariage, c'est ça, il y avait bien un consentement initial au mariage à la base, quoi. Donc c'est pas est-ce que après ça, enfin quelles sont les évolutions, mais l'idée de ce droit canonique, c'est de se dire est-ce qu'à la base il n'y avait pas méprise, erreur, enfin que voilà, je sais pas très bien comment ça marche, mais voilà, c'est ça. Ouais. Ok. C'est vraiment un monde, mais du coup dans une idée de le mariage, enfin voilà, c'est un sacrement qu'on peut pas remettre, on peut pas remettre en question la suite, on peut remettre en question son enfin le caractère initial, quoi. Enfin. Ouais. Ouais, en fait, c'est un engagement total de soi-même, y compris d'un point de vue spirituel. Et donc, s'il s'avère qu'on ne l'a pas compris à la base et que c'est prouvable, parce que, alors, ça, je ne sais pas si tu sais, mais il y a toute une enquête qui est menée par un prêtre, qui va interroger des témoins, etc. Et donc, en fait, moi, il a été montré... Alors, mes deux parents étaient très flous, donc je ne sais pas. Peut-être que je ne saurai jamais sur exactement les motifs d'annulation. En tout cas, il y en a eu... en tout cas, c'était le résultat de l'enquête, quoi. Ok. Et donc après, on a fait le mariage de mon père et ma belle-mère à l'église. Et c'était très beau, parce que c'était très important pour eux. Et je me souviens, avec mes frères, on avait écrit la prière universelle en la personnalisant, en pensant à tous les enfants qui avaient la chance d'avoir des parents, pas de sang, mais des parents en plus. Et voilà, donc c'était vraiment un super beau moment. Et tout ça, ça se passe vers quel âge, du coup, cette question de divorce, le remariage Je crois que je suis en 6e à ce moment-là, okay. Donc j'ai 10-11 ans. Ah oui, donc t'es pas si âgée, quoi. Enfin, non. Ouais. Ok. Ça coïncide en fait avec la période où moi j'ai commencé à aller au catéchisme. J'ai commencé en CM2. Donc oui, c'est vraiment... Parce qu'avant ça, je me posais pas trop de questions, quoi. On avait des livres, mais c'est vraiment parce que du CM2 à la 5e, j'ai été dans un collège privé où il y avait du caté. Ensuite, mes parents m'ont mise dans un mouvement de jeunes chrétiens qui s'appelle le MEJ, le mouvement eucharistique des jeunes. Okay. Et donc c'est vraiment le moment où j'ai vraiment commencé à réfléchir. J'ai fait ma première communion. Là, j'étais très habitée à ce moment-là par la foi. Par les questions de foi. Et du coup, t'es allée au bout, t'as fait communion, confirmation. Justement, en fait, il y a eu un clash quand j'étais en 3e. Okay. Et c'est là où le truc s'est un peu brisé. Parce qu'il y avait la question, c'est un peu traditionnel, je crois, de faire sa confirmation en 3e, à 15 ans. Et donc, moi, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je veux le faire, est-ce que ça a du sens pour moi ? Et en fait, ça en avait plus à ce moment-là. Notamment par rapport à la sexualité et aux questions amoureuses.
Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie qui te fait questionner tout ça ? À ce moment-là, je suis c'est comme si tout est dans ma conscience, mais sans que je le sache. Mais ça coïncide pour moi avec les questions sur le mariage pour tous. Et en fait, je découvre que les gens... juste pour donner une idée, moi, j'allais à la messe toute seule. Des fois, mes parents, ils avaient la flemme. Et j'y allais toute seule. Genre, j'étais en 4e, j'allais à l'église. Et j'étais contente, quoi. C'était vraiment important pour moi. Et arrivé en 3e, du coup, c'est en 2012 que j'ai le brevet. Donc, on est en gros dans la campagne François Hollande qui dit qu'il veut faire passer le mariage pour tous, etc. Des gros débats au collège. Tout le monde en parle. J'entends un peu des trucs à la radio, à la télé. Et je comprends qu'en fait, il y a je vois qu'il y a plein de catholiques qui sont contre. Sauf que moi, à ce moment-là, je sais que mon petit frère est gay. Moi, je sais même pas qu'on peut être bi. J'ai même pas conscientisé le fait qu'on peut être amoureuse de femmes. Mais en réalité, je pense que tout est déjà là sans que je le sache et que je suis sursensible au sujet en me disant que c'est parce que c'est mon frère, alors qu'en fait, c'est aussi moi. D'autant qu'à ce moment-là, je vis à Toulouse, on est en centre-ville, et donc on voit quand même des gens, même des gens de mon école, de mon collège, puis de mon lycée, qui vont faire les manifs, qui portent les t-shirts, et vraiment, mais ça me tord le bide, quoi. Et je me dis, mais je ne peux pas être avec eux. Et puis il y a aussi toute la question de, en fait, l'exclusion des femmes de l'Église. Je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas être prêtre ? Et en fait, petit à petit, je me dis, mais est-ce que j'ai envie de me confirmer dans une religion qui me rejette en fait en tant que femme, qui rejette mon frère en tant que gay, et je le vis vraiment comme ça, et je me dis, mais c'est une institution, et cette institution, j'en veux pas. Donc là, j'ai lâché la barque, mais en réalité, c'est vraiment un truc qui est fait dans la douleur, parce que c'était hyper important pour moi avant, quoi. Ouais. Et ça allait jusqu'à dans les messes où tu allais du coup parfois toute seule, est-ce qu'il y avait aussi vraiment un positionnement clair pour les manifs ? Parce que ça a été, selon les paroisses, il y a eu ça a pris des proportions différentes. Est-ce que ça, tu t'en rappelles ? Oui, alors j'avais complètement oublié et je m'en souviens maintenant que tu me le dis. Mais effectivement, c'est l'église où j'allais à Toulouse. À la fin, il y avait eu une prise de parole de quelqu'un qui avait appelé à s'organiser pour aller manifester. Et je crois que c'est la dernière fois que j'y suis allée, en fait. Ah ouais. En fait, en 3e, du coup, j'ai ce truc de jeune catho, là, le Mège. Et un jour, on fait un week-end Mège. Et je demande à un garçon avec qui je m'entendais bien s'il veut sortir avec moi. C'est mon premier petit copain, on va dire. Et en fait, mes parents, je raconte le truc parce que l'anecdote est un peu drôle avec le recul, mais bon, en gros, je demande à ce garçon s'il veut sortir avec moi. Il me dit, je te réponds demain. Ça sentait un peu mal, ça partait mal, mais bon. Bon, on est en 3e. Voilà, on est en 3e, c'est pas foufou. Et en fait, on fait la messe de fin de week-end. On est assis côte à côte, et là, il me prend la main. Donc moi, je suis aux anges, genre j'ai le cœur qui bat super fort et tout. En mode, oh wow, it's happening. Et en fait, derrière moi, il y a mes parents. Mais là, tu le sais à ce moment-là ? Je sais qu'ils sont derrière, mais je me dis qu'ils peuvent pas nous voir. Et en fait, dans la voiture, en plus de ça, il y avait une autre copine sur le week-end qui m'avait mis du maquillage. Là, mon père, il me récupère. Je suis la pire des traînées. Tu as tenu la main à un garçon. Voilà. Tu t'es maquillée. Et je me suis maquillée alors que j'étais censée me développer spirituellement pendant ce week-end. Donc là, mon père, en fait, il m'embrouille au retour de la voiture. Enfin, vraiment, le trajet retour, c'est une espèce de grande tirade à base de slut-shaming et littéralement, quoi. Aujourd'hui, encore une fois, ça va avec mon père, mais on revient de loin. Et donc, il y a eu ça. Et je me suis dit, en fait, moi, à ce moment-là, j'étais quand même très... Enfin, voilà, encore une fois, j'ai 15 ans, c'est les hormones et tout. Et je comprends pas pourquoi c'est pas bien que je mette du maquillage, pourquoi c'est pas bien que je veuille tenir la main d'un garçon, avoir un copain. Et en fait, du coup, je me sens rabaissée dans ma personne. Et donc là, je l'associe aussi à la religion et à un espèce de truc conservateur. Et en fait, du coup, je rejette. Et avant, t'avais pas eu de
message clair dans tes paroisses sur un truc de pureté, les discours n'avaient pas été vraiment dits explicitement sur ce serait quand même pas super d'avoir un petit copain, quoi. Enfin, ou en tout cas de faire certaines choses. Non, parce qu'en fait, au caté, entre les gens qui étaient au caté, il y avait toujours des histoires, en fait. Ouais. Et puis même, très souvent dans les mouvements chrétiens, il y a des couples mariés, en fait, et ils se sont tous rencontrés. Alors après, quand j'ai fait du scoutisme, franchement, les GDF, les Scouts et Guides de France, c'est un peu la blague c'est la première agence matrimoniale de France. Et du coup, pour moi, c'était justement, au contraire, l'amour, c'était quelque chose qui était extrêmement lié à la foi. Parce que... moi, j'avais surtout retenu que Dieu est amour, qu'on aime son prochain, qu'on est tourné vers l'autre. Et il y avait quelque chose dans la relation amoureuse qui me paraissait tellement beau que c'était forcément bien. Et donc, d'un coup, on me dise que non, que c'était mal, etc. Enfin, moi, j'ai pas compris, j'ai pas adhéré aussi. C'est pour ça qu'en fait, je pense aussi que la rupture, elle a été actée. C'est parce qu'en fait, moi, mon premier rapport à la religion, c'est vraiment la foi et la spiritualité. Et c'est pas le dogme. C'est pas les trucs qu'il faut faire parce que la religion dit qu'il faut les faire. Il y avait tout. Enfin, mes parents, ils nous ont vraiment éduqués dans un sens. Fallait que ça ait du sens, ils nous l'expliquaient, etc. Et du coup, d'un coup, justement, quand j'étais en 3e, il y a eu cette rupture parce que je me suis retrouvée confrontée à des gens qui n'étaient que dans le dogme et qui n'avaient pas de réflexion spirituelle sur... j'étais là, mais excusez-moi, mais on lit les mêmes textes. Enfin, je comprends pas. Vous pouvez pas aller faire la paix du Christ à la messe et ensuite dire que ah non, les homosexuels, ils ont rien à foutre dans l'église. Ou même sur la question des migrants aussi, parce qu'elle était aussi très présente. Déjà à ce moment-là. Et bon, je commençais déjà à être une bonne petite gauchiste en fait, mais moi je suis devenue de gauche notamment parce que j'ai suivi ce qu'on m'apprenait en fait dans les évangiles, quoi. Bon. Donc une rupture qui n'est pas tout d'un coup, tu disais. Donc qu'est-ce qui se passe là après la 3e ou à ce moment-là Du coup, j'acte le fait que je vais pas me confirmer. Mais je continue de temps en temps à aller à la messe avec mes parents. Puis après, il y a une rupture quand même familiale. Ah oui, ce que j'ai pas dit sur ma mère, du coup, c'est que en fait, elle a aussi rompu avec la religion quand elle a divorcé. Parce qu'en fait, elle est allée assez loin dans une espèce d'emprise religieuse. Ça a été complètement vidé de son sens et elle a eu, elle s'est détachée quoi de cette vie-là. Et donc moi, quand j'ai eu 17 ans, je me suis barrée de chez mon père pour aller vivre avec ma mère. Ma mère, en fait, elle avait pas la garde. C'était un peu le schéma inverse, quoi. Je vivais avec mon père et je voyais ma mère plus occasionnellement, quoi. Et donc là, la question s'est plus posée, quoi, parce que ma mère, en fait... elle était partie de tout ça, donc il n'y avait pas plus cette question religieuse de son côté. Après, on en parlait toutes les deux pour se dire qu'on en était partis, qu'on avait des questionnements. Donc en fait, il y avait un côté quasi soutien dans cette... déconversion, c'est peut-être fort comme terme, mais en tout cas, prise de recul, je sais pas comment tu voudrais le dire, par rapport à la religion et à cet ancrage religieux passé, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis par ailleurs, après, donc, ma grand-mère du côté de ma mère, donc la fille de l'arrière-grand-père sur lequel j'ai écrit, qui est aussi ma grand-mère, qui est aussi un personnage du livre, qui est super. Elle est catho de gauche, très clairement. Elle est aussi prof de yoga. Donc, c'est-à-dire que même de ce côté-là de la famille, que ce soit du côté avec mon père ou ensuite avec la famille du côté de ma mère, il y a une réflexion de spiritualité toujours au-delà du dogme, parce qu'elle a vraiment un mix entre la spiritualité issue du yoga et son catholicisme. Et donc, tout ça est toujours en résonance. Donc, j'ai toujours continué à baigner, en fait, que ça soit avec ma grand-mère ou les discussions avec ma mère ou quand j'ai revu mon père, etc. Et ensuite, en rejoignant les scouts. Et je me suis dit, c'est pas grave, je peux continuer à fréquenter ma religion de base sans m'identifier et en faisant, moi, ma petite cuisine intérieure, quoi, en fait. Je me dis toujours agnostique. Parce que en fait je crois quand même à une certaine forme de divin et j'aspire quand même à une vie spirituelle, on va dire, mais juste moi c'est vraiment l'étiquette et le dogme et l'institution, surtout l'institution catholique
qui me va pas. Du coup, le lycée, comment on arrive au scoutisme et par ailleurs, est-ce qu'il se passe des choses dans ta vie amoureuse, sexuelle, marquantes dans ces moments-là, fin d'adolescence Bah, du coup, le lycée, ça a été encore pire sur la partie slut shaming parce que j'ai eu il y a eu cette histoire en 3e, mais ça n'a pas duré. Du coup, il s'est rien passé après se tenir la main ou il y a quand même une petite suite On s'est fait des bisous, mais Okay. bon, c'est tout, quoi. Et mon père après, on n'était pas dans le même collège et j'avais pas le droit de sortir, donc on se voyait pas, en fait. Et j'avais pas de téléphone, j'avais pas vraiment accès à Internet. Voilà, ça ne pouvait pas exister comme relation. D'autant que mon père m'a retirée, en fait, après, du mouvement dans lequel j'étais, donc je pouvais même plus aller le voir là-bas parce qu'il est en mode en fait ça n'est pas sérieux, tu veux pas faire ta confirmation, tu fais n'importe quoi quand tu y es, tu vas pas y aller, enfin ça fait pas de sens pour toi, quoi. Bon, ça m'a un peu saoulé que ce soit lui qui décide de ça, mais après avec le recul effectivement il avait pas tort sur la partie que ça n'avait pas de sens pour religieuse. moi. Voilà, sur le reste le désaccord est toujours là. Et donc arrivé en première, là j'ai eu ma première grande histoire d'amour et donc là ça a été horrible, parce qu'en fait mon père et ma belle-mère ont lu mon journal intime. Sympa. Voilà, ont découvert que j'avais un copain et que j'avais couché avec lui. Waouh. Là, mon père a été extrêmement déçu et m'a dit t'aurais pu attendre le mariage quand même. Mais il avait cette vision-là, et est-ce que tu sais... Il ne me l'avait jamais dit avant. Ah oui, parce que moi, par exemple, je sais de mes parents qu'ils ont attendu le mariage pour coucher ensemble. Et vraiment, alors, autant c'était une omerta de parler de sexualité, autant j'avais cette information en tête, quoi. C'était vraiment là. Et toi, tu sais pas, ton histoire parentale, familiale, ça n'a pas été évoquée avant, quoi. C'est une enquête en cours. Waouh, ok. Parce que tout ce que je sais de mes parents, donc, c'est qu'ils se sont rencontrés à l'aumônerie, qu'ils se sont fiancés très rapidement. Et je crois avoir compris via ma mère qu'il y avait quand même un côté de qui dit sexualité dit mariage. Donc c'était pas forcément s'attendre, mais en tout cas j'ai l'impression que les deux étaient quand même... Il y avait à minima un continuum de... l'un va avec l'autre d'une certaine manière, même si c'est pas forcément à la date fixée d'eux, mais voilà. Donc si t'entres en sexualité, il faudrait à minima que cette personne ce soit ton futur mari, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, après c'était très compliqué parce que c'est une période qui est très violente avec mon père et ma belle-mère, et c'est pour ça que je suis partie aussi en fait après à 17 ans. Ah oui, donc c'est une conséquence directe de ça et peut-être d'autres choses, mais il y a vraiment un lien entre les deux, quoi. Ouais, j'étais vraiment vraiment une traînée, quoi. Alors ma belle-mère m'a traitée de pute. Voilà, la totale, quoi. Et donc là, je comprenais pas, c'était très explicite, et je comprenais pas non plus en quoi ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce qui est hyper paradoxal, c'est que au-delà d'avoir une éducation tournée pas vers le dogme mais vers la réflexion individuelle, je veux dire, j'avais aussi ma belle-mère m'a mis beaucoup de livres de littérature jeunesse entre les mains, notamment des livres qui étaient très progressistes dans la vision des relations amoureuses entre adolescents. Je pense à un bouquin de Suzy Morgenstern, par exemple, qui s'appelle « L'amour est extraterrestre ». Voilà. C'est une fille qui a 15 ans, qui a son copain. Le livre commence sur leur première fois ensemble. Et moi, je lis ça, je me dis, c'est OK, en fait. Et donc là, il y a vraiment le truc de... vraiment la remarque de mon père, je lui dis, mais tu ne m'as jamais... d'où ça sort, quoi. J'étais là, d'où ça sort. Parce que je pense qu'il y avait un truc qui était intime pour lui, avec une forme de pudeur aussi il nous a jamais dit, lui, comment c'était passé avec notre mère. En fait, du coup, au final, je me rends compte là, en parlant, que la religion, c'est vraiment extrêmement lié au mariage et à l'amour pour moi. Et c'est à la fois ce qui fait que j'ai trouvé que c'était beau, à la base, et en même temps ce qui fait que je m'en suis détournée dans la manière dont ça a été exécuté. Ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, à titre personnel, à chaque fois, toi, tu vas sans auto-jugement et sans culpabilité à l'adolescence dans ces relations amoureuses et dans cette sexualité, ce qui est aussi la conséquence de, du coup, comme tu le dis, une éducation religieuse en dehors du dogme. Et au fond, t'es quand même rattrapé par ça, par l'extérieur. Donc c'est vrai qu'il y a un peu un côté très ambivalent dans cette éducation qui t'amène à d'un côté pas avoir de culpabilité, à faire des choix
amoureux et sexuels qui sont les tiens, et d'un autre côté, ça a quand même des conséquences, quoi. Ouais. Bah, moi, quand mon père m'a dit ça, j'étais vraiment surprise, quoi. Quand même, à la base, j'étais là, mais c'est tellement pas ce que tu m'as dit avant. Et je pense qu'il y a un truc d'un coup, il s'est raccroché... ça part d'une forme de misogynie, en fait. Et il s'est raccroché à un truc auquel il croyait même pas, en fait, foncièrement, je pense, lui-même. Mais et puis c'était vraiment un soupir, quoi. T'aurais pu attendre le mariage quand même. J'étais là, c'était même pas au programme que je me marie, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai 15 ans et demi. Bon. Ouais. Et du coup, le scoutisme, c'est arrivé quand j'avais 18 ans. Ce qui est assez tard, alors moi aussi, mais j'ai toujours l'image que le scoutisme, on le commence très jeune ou on le commence pas, quoi. Pas du tout. Pardon. Oui. En fait, j'ai été très brièvement scout au collège. Ok. Parce que j'avais une copine qui était scout et qui faisait que dire que c'était trop bien les scouts. Moi, j'avais dit, je vais faire les scouts. Et quand j'habitais à Agen à l'époque. Et en fait, mes parents m'avaient laissé un trimestre, puis m'avaient retiré parce que justement, l'éducation à la vie spirituelle et religieuse n'était pas assez poussée. Et donc, c'est là qu'ils m'ont mis au mouvement eucharistique des jeunes. Donc, c'était une conséquence de... Et t'étais déjà chez les Scouts et Guides de France dans ce trimestre-là ? Ouais, c'était déjà les Scouts et Guides de France. Okay. J'étais, comment on dit ? Guide, voilà. Ok, donc cette petite expérience que tes parents trouvent pas assez rigoureuse en termes d'accompagnement spirituel. Voilà. Et donc après tu arrêtes et donc tu recommences à 18 ans en arrivant à Paris. Et je recommence un peu par hasard parce que ma meilleure amie a un cousin qui était responsable de groupe, d'un groupe scout dans le 92. Elle était à fond dans le BAFA, l'animation et tout. Et il lui a dit, mais viens donc être chef ten scout et tout, ça va être trop bien. Donc elle a fait ça 1 an, ils avaient des besoins de recrutement. Elle a fait un lobbying pendant 2 mois d'été où elle m'a dit, mais viens, je te promets, c'est génial, machin. J'ai commencé à faire, ok, je vais voir et tout. Et moi j'étais là, oui, mais la religion, elle m'a dit non, mais c'est hyper ouvert, c'est pas rattaché à une paroisse. Tu vas voir, il y a plein de gens qui sont pas catholiques, qui sont dans le mouvement, même si c'est un mouvement catholique. Et puis on réfléchit. Elle-même, elle me parlait de comment elle avait, je sais plus si elle avait fait ou si elle comptait le faire, amener ses louveteaux à la grande mosquée de Paris. Okay. Donc il y avait aussi une réflexion, en tout cas dans sa manière d'en parler, où je me suis dit, en fait, on était toutes les deux très d'accord. Donc je me suis dit, ok, si elle y trouve un équilibre, peut-être que moi aussi. Et en plus de ça, c'est vrai que j'avais un peu ce truc de j'aimerais bien, j'étais trop deg d'avoir dû arrêter les scouts, donc petite vengeance de pouvoir recommencer. Et donc ça, j'ai fait pendant 5 ans. Et d'ailleurs, premier week-end où j'ai été chef ten scout, c'est du coup, on est en octobre, on fait un week-end dans la forêt, dans le sud de Paris et tout, et c'est sur un terrain où il y a d'autres groupes scouts, notamment des scouts d'Europe et des scouts unitaires de France. Et il y a une messe avec un prêtre qui est plutôt scout d'Europe. Et là, fou rire avec mes jeunes et mes co-chefs, parce que le mec, c'était un vieux qui tremblait et qui tenait à peine debout et qui nous a fait des grands discours sur, justement, il ne faut pas accoucher avant le mariage. Donc là, t'as vraiment eu des enseignements et là, j'étais en mode explicite, quoi. Wow. Et moi, je regardais les jeunes et je faisais non avec la tête et j'étais là, on en parle après. Et donc après on les a pris, on a dit c'est vraiment n'importe quoi, voilà, sachez-le, c'est une interprétation des choses, nous on n'est pas d'accord, voilà. Et donc là je me suis dit ok, je reste en fait parce que tous mes co-chefs étaient d'accord, enfin on était tous unanimes, même les parents de mes jeunes, la majorité, ils étaient en mode oulala, non les scouts d'Europe, calmez-vous, ça n'est pas une idéologie qu'on partage. Et du coup, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ok, peut-être que ça peut cohabiter, au final. Je trouve ça hyper stylé, cette possibilité de réagir parce que moi, quand j'ai eu comme ça vraiment des enseignements, on va dire, explicites de culture de la pureté, où on me fait passer ce genre de message, mais j'étais jeune à ce moment-là et pas en chef, pas en responsabilité. Donc, j'ai pu essayer de trouver mes petits alliés parmi d'autres jeunes, mais j'ai jamais eu un discours d'une personne encadrante qui serait revenue vers moi ou vers le groupe en mode voilà ce qui est dit, mais on peut penser différemment et d'encourager la réflexion et l'esprit critique à ce sujet, quoi. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui change de ce qu'on peut entendre
par rapport aux expériences de culture de la pureté, quoi. Ouais. Donc là, t'es jeune adulte, t'es à Paris. Voilà. Scout. Et le scoutisme prend beaucoup de place parce que assez rapidement, je monte en responsabilité dans le groupe. Puis je passe mon BAFA. Et c'est vrai qu'au niveau de la vie religieuse, il y a toujours le temps spirituel, le temps spi, on dit. Et donc, tu es censé avoir un temps spi sur toutes les rencontres, les week-ends, et puis après les camps. Pour le camp, c'est un programme spi avec un temps spi tous les jours. Et bon, moi, je veux jamais le faire. Bon, déjà parce qu'en fait, je deviens directrice, donc c'est enfin, voilà, j'ai d'autres chats à fouetter, on va dire. Mais il y a quand même un truc où je m'assure à chaque fois. Enfin, c'est un sujet qui est sensible, quoi, pour moi. Et je veux vraiment pas qu'on dise de la merde aux enfants. Et donc, souvent, quand même, on tend un peu vers... Enfin, j'insuffle quand même un peu un truc de partager des textes qui sont pas forcément religieux, être plus sur une réflexion sur quelles sont les valeurs, quelles sont mes valeurs en tant que personne, et du coup les inviter à eux se positionner, réfléchir à leur façon d'être au monde, et des choses plus, on va dire, plus universelles et pas directement liées au catholicisme, même si on fait toujours à la messe, il y a des célébrations, et puis à chaque fois j'essaye aussi de leur faire se questionner sur le sens des choses. Donc je leur dis, est-ce que tu as envie de communier aujourd'hui ? T'es pas obligé. Et donc, pour moi, c'est important de pouvoir leur donner cette porte-là aussi, et juste de poser la question pour qu'eux puissent se la poser. Et après, évidemment, je donne pas du tout la réponse. Mais ouais. Après, du coup, ça m'a tenu un temps. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que même ça, j'étais un peu dans une dissonance cognitive au final. Okay. Et qu'est-ce qui a été quand même trop à ce moment-là par rapport à tous ces choix ? Parce que là, tu as mis plein de choses en place pour... rendre ces temps spi plus laïques, entre guillemets, enfin voilà, plus universels, comme tu le dis, accroître la pensée critique chez les petits que tu encadres et tout. Donc, qu'est-ce qui coince ce qui coince, au final, c'est toujours la politique. Ouais. Et en fait, c'est l'impression d'être une goutte d'eau face à une institution qui va pas bouger. Enfin, quand il y a eu le pape François, je pense qu'on a été plein à se dire « Oh là, ça va changer ». Mais en fait, assez rapidement, il a dit des trucs border homophobes. Et puis, il a dit il allait pas revenir sur la prêtrise des femmes. Et en fait, j'étais là, mais ça va jamais bouger. Et est-ce que j'ai envie de rester dans cette institution et de me battre ? Ou est-ce que je lâche l'affaire et je me dis que c'est pas pour moi ? Et en fait, au final, je me suis dit, bah non, je lâche l'affaire. Mais en vrai, c'est toujours une blessure parce que, tu vois, là, cet été, il y a eu, du coup, la nouvelle présidente des Scouts et Guides de France qui a dû démissionner parce qu'elle était harcelée parce qu'elle était lesbienne, enfin, parce qu'elle est lesbienne. Et quand j'ai appris ça, je vois ça dans un article, c'était début août. Je suis à un festival, bon, rien à voir, j'étais à un festival de danse folklorique à ce moment-là. Et en fait, j'ai fondu en larmes. Parce que j'étais là, bah ouais, mais c'est encore ça, quoi. C'est encore ça, alors que c'est les Scouts et Guides de France, quoi. Oui, et que c'était un beau message, enfin voilà, toute chose égale par ailleurs, d'avoir cette femme qui arrive du coup en tête, cette femme qui est publiquement lesbienne, qui arrive en tête de ce mouvement-là. C'est vrai que quand elle a été du coup nommée, quoi, j'étais là, c'est quand même super chouette, quoi. J'étais trop heureuse. Enfin, voilà. Et c'est clair que moi aussi, ça m'a beaucoup émue, alors que c'est pas mon mouvement de scoutisme et tout. Bon, c'est celui de ma petite sœur, j'ai quand même un lien avec. Que effectivement, elle parte parce qu'elle est tellement harcelée et que tu te dis, mais ce progrès, en fait, est pas rendu possible, enfin, a pas pu exister, continuer à exister, quoi, dans le temps, quoi. Effectivement. Ouais. En 2020, c'est pendant le confinement, je crois. Du coup, il y a un peu forcément une pause du scoutisme parce qu'on est tous confinés. Donc, on fait des réunions scouts à distance sur Discord. C'est un peu chaotique. Et là, ça fait combien de temps que tu fais ce scoutisme, enfin, cette implication dans le scoutisme, ça dure combien de temps ? 5 ans en tout. Ok. Ouais. De mes 18 à mes 22 ans. Je t'ai coupé sur le fun fact. Oui, c'est que du coup, 2020. je commence à vraiment être en colère, en fait. Et je me dis, mais en fait, puisque c'est ça,
comment faire pour faire changer les choses. Parce qu'avant de me dire, ok, je lâche l'affaire, je me suis dit, vas-y, je vais lancer un grand mouvement politique de catholiques et on va faire une immense pétition qu'on va traduire en allemand, en italien, en anglais, en espagnol, toutes les langues du monde. Et on va dire, si vous ne changez pas, on se casse et on se fait débaptiser. Voilà. Okay. Sauf qu'à ce moment-là, je passais les concours d'école de journalisme et je me suis dit, c'est peut-être pas le moment de devenir une figure publique qui tente des trucs sur le catholicisme alors que l'objectivité, bon, à 20 ans, évidemment, j'en suis revenue, mais à ce moment-là, je me suis dit, faut que je passe les concours, donc je peux pas faire ça. Mais j'ai encore dans mon Google Drive la pétition que j'avais écrite. J'avais demandé à une amie de me la traduire en allemand. Il y avait quelqu'un d'autre qui était sur l'italien. Et j'y pense encore. Des fois, je me dis, mais il faudrait que quelqu'un s'en empare. Et je signerai. Message ouvert. Voilà. Prenez le flambeau, s'il vous plaît. Je pense que c'est une Je vous mets en contact avec Bénédicte. Ouais, parce qu'en plus de ça, il y a un site, j'ai oublié le nom, mais qui facilite le débaptême. C'est pas ça du tout le mot, c'est un autre mot. Alors, je n'ai pas le mot. Mais donc, l'apostasie ? Peut-être. J'ai une amie qui l'a fait, mais je n'ai pas le mot. Je vérifie parce qu'on ne va pas dire des fausses informations, mais je crois que c'est apostasie. L'apostasie, donc, c'est le reniement de la foi chrétienne ou l'abandon, de manière générale, au figuré. Mais donc, il y a un site dont j'ai oublié le nom, mais qui facilite les démarches. Et il y a beaucoup de personnes... j'ai pu en parler quelques fois avec des gens, parce que je suis dans l'association des journalistes LGBT. Et donc, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai pu en parler qui m'ont expliqué avoir fait la démarche, notamment parce qu'en tant que queer, ils étaient rejetés par l'Église et qu'ils ne voulaient plus rester baptisés dans une Église qui les rejette. Mais je trouve que c'est une vraie question est-ce que tu luttes ? Si oui, comment ? Ou est-ce que c'est vraiment pas fait pour toi au final ? Mais du coup, peut-être qu'on peut en parler de cette queerness. Qu'est-ce qui se passe dans ce début de vie adulte et est-ce que les deux ont un lien, des réflexions sur ta sexualité, tes choix amoureux et du coup cet engagement dans le scoutisme qui devient compliqué? En fait, oui, le moment où je lâche l'affaire, c'est vraiment le moment où je comprends que je suis bi, en réalité. Je sais pas si c'est un hasard de calendrier ou si c'est vraiment lié. Je pense que, en tout cas, je l'ai pas. Si c'est lié, je l'ai pas formulé comme ça. Mais c'est peut-être le dernier truc où je me suis dit, bon, tu sais quoi, en fait, c'est vraiment... je suis pas la bienvenue. Mais j'ai compris que j'étais bi en 2021, vraiment, grâce à TikTok. Merci TikTok. Merci TikTok. Même si avant, j'avais eu déjà un crush en particulier sur une fille, quand j'avais 18 ans, et je m'étais dit non mais c'est pas les filles, c'est elle. C'est elle. Et puis en fait, est-ce qu'elle me plaît ou est-ce que je veux être elle, on ne sait pas. Ah oui, la question se pose. Et puis après, en 2021, j'ai commencé à avoir vraiment un vrai coup de cœur, et là je me suis dit ok. Et puis après j'étais sur TikTok, et TikTok m'a proposé que des trucs de bi et de lesbiennes, notamment ça je crois que j'avais dit, je sais plus si je l'ai dit dans le Love Gang, mais des meufs qui portaient des côtes de mailles et qui se déguisaient en chevalier, et j'étais en mode ok, je ne savais pas, mais I'm into it. Continuez à m'en proposer. Waouh, c'est niche. C'est très niche. Ma bisexualité découverte par des femmes en côte de maille. Ça m'a confirmé. Voilà. Et donc en fait, justement, parce que sur TikTok, il y avait plein de témoignages de meufs bi, et petit à petit, je me suis dit ok, c'est ça le mot. Et donc là, je me suis vraiment emparée du mot pour me décrire. Et effectivement, les quelques fois où je suis retournée dans mon ancien groupe scout, à partir de là, j'avais l'impression de plus être vraiment à ma place. Et est-ce que du coup, il n'y a pas eu d'enchevêtrement? Est-ce que tu l'as dit à tes co-chefs scouts que tu étais bi? Enfin, est-ce que c'est une discussion qui a eu lieu? Ou est-ce que du coup, il y a eu ce passage de l'un à l'autre de tu pars de ce mouvement et en même temps, il y a cette découverte de la bisexualité et du coup, ces discussions ne se croisent pas, quoi? Ouais. Les discussions se sont pas croisées, sauf avec une co-chef qui est toujours une amie aujourd'hui. Mais les autres... non, c'est... En fait, je suis un peu partie doucement, en réalité.
Et toi, le mariage, parce que tu disais c'était pas forcément ton souhait, même déjà à 15 ans, toi, tu étais vraiment très décidée dans le mariage, c'est pas mon truc. Enfin, ta vision des relations, elle est très claire, ou elle était très claire à ce moment-là En fait, j'avais jamais vraiment pensé au mariage avant d'être amoureuse. Et donc là, maintenant, c'est un vrai sujet. Ah ouais, ça l'est maintenant, en fait. Maintenant, c'est un sujet. Oui, avec mon amoureux, on en parle beaucoup. Mais c'est vrai que du coup, il y a la question de l'Église. Et je me retrouve maintenant à être un peu triste parce que j'ai envie de le faire à l'Église, mais je sais que je peux pas. Et donc, je pense que, évidemment, je me suis renseignée. Ça fait... Enfin, on peut créer un mariage sur mesure avec des gens qui partagent notre vision de la spiritualité et faire quelque chose qui serait détaché de l'Église, mais qui serait quand même dans le sens que le mariage porte. Mais en fait, je me rends compte que pour moi, le mariage, c'est pas juste un contrat. Alors, par ailleurs, j'ai fait du droit des régimes matrimoniaux quand j'étais étudiante. Okay. J'adore. C'était une de mes matières préférées. D'accord. Un peu zinzin. Mais pour moi, c'est vraiment... Je reste attachée en fait à cette question d'engagement total et de sacrement. Oui. Tout en considérant qu'évidemment, si ça marche pas, il faut partir et c'est pas contre soi-même. Mais je trouve que c'est beau. En fait, ce message d'amour durable et de sacrement et tout de l'Église catholique chrétienne, c'est quelque chose auquel tu continues d'adhérer d'une certaine manière, même si ça prend d'autres formes, ou en tout cas cet engagement fort qui est symbolisé par cet engagement-là, enfin dans le mariage, ça continue à te parler d'une certaine manière, quoi. Ouais, carrément. Mais il y a je crois que c'est dans une lettre de Saint Paul où il y a un texte qui dit l'amour, qui parle d'amour. J'ai plus. Ouais. Je sais pas si. C'est un truc qui dit qu'en gros, l'amour, c'est censé rendre heureux, te rendre plus fort, te tirer vers le haut. Et alors, en l'occurrence, c'est mon père qui m'avait fait lire ce texte quand j'étais en première, avec mon premier vrai amoureux, enfin ma première vraie histoire d'amour en première. Et bon, il me l'avait fait lire pour me dire que moi, j'étais pas vraiment amoureuse parce que ça ne collait pas. Avec ce texte. D'après son interprétation, ce qui était faux, parce que du coup, moi, j'ai lu le texte et j'étais en mode, non, ça me semble coller. Mais donc, j'ai quand même gardé ce texte un peu comme une espèce de boussole. Même si après, pour plein de raisons, dans ma vie sentimentale, ça a été très compliqué. Mais là, pour la première fois, en fait, depuis cette première histoire en première, je crois que j'ai vraiment compris là ce que ça veut dire d'être amoureuse. Et du coup, le mariage m'apparaît comme une évidence. Ok. Mais avant, c'était... la question se posait, parce qu'avant, j'étais dans une relation longue de 6 ans. Donc, en fait, la question se posait parce que c'était long et parce qu'on vivait ensemble. Et peut-être que si on veut acheter un appartement, c'est mieux. C'est pratique. C'est pratique. Et du coup, j'étais dans ce truc très... peut-être un peu féministe, désabusé, en mode, de toute façon, le mariage, c'est un contrat. Et le contrat, ça se rompt. Et maintenant, je suis un peu dans un truc... je crois que j'ai plus renoué avec mes origines de personnes très fleur bleue, et qui voient l'amour comme quelque chose de très important dans la vie. Voilà. Et je crois que j'assume un peu plus maintenant. C'est marrant parce que, alors pas que ça doive être antinomique, mais ce qui m'avait marqué aussi dans l'épisode de The Love Gang, c'est tes réflexions sur les schémas relationnels et la place notamment que tu accordes à l'amitié, donc aussi une vision très forte d'autres relations que la relation amoureuse qu'on place souvent sur un piédestal par rapport à d'autres relations. Et de mon côté, j'ai un peu cette image du mariage où je me dis je sais pas si j'aimerais me marier avec tous mes amis, mais juste ce truc de se dire on le réserve à un certain type d'amour par rapport à d'autres, et du coup ça me questionne, même si je ferme pas la porte non plus, quoi, mais je me pose un peu cette question là. Mais est-ce que ça te parle comme Oui, ouais, carrément. En fait, j'ai mis du temps à savoir ce que j'en pensais au final, mais j'adore les histoires d'amis qui se marient. Là, j'ai ma meilleure amie, toujours la même, qui vit à Lille, dont je te parlais tout à l'heure, qui a 2 amis qui vont se marier. Ok. Cérémonie laïque un peu anarchiste, etc. Mais j'adore ce genre d'histoire. J'adore les femmes qui se marient elles-mêmes aussi, qui organisent des mariages avec elles-mêmes. Mais au final, je me dis, pour moi, le mariage a quand même un côté
c'est quand même associé à la création d'une famille. Et la création d'une famille, pour moi, c'est pas forcément 2 personnes non plus. J'adore, pareil, toutes les histoires de famille queer, de monoparentalité, de coparentalité, le côté que pour avoir un enfant, il faut un village et qu'on peut entourer l'enfant de plein d'adultes référents, etc. Mais je crois que c'est ça la différence quand même pour moi. Le côté famille, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que, par exemple, dans ma réflexion, après, c'est vraiment naissant. Hein. Donc, peut-être dans 6 mois, je dirais plus la même chose. Mais je me surprends un peu à au final souhaiter un truc qui pourrait s'apparenter à quelque chose de classique et conservateur, alors que je l'ai rejeté à fond. Et maintenant, je sais pas, ça s'aligne et je me dis, bah ouais, en fait, ça me parle. Pas n'importe comment et pas parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça me parle parce que tout a du sens là pour moi. Et par exemple, dans la façon dont je le conçois, je trouve que les témoins, c'est très important. Et dans l'idéal, pour moi, les témoins, ce serait aussi les parrains, marraines de mes enfants. Parce que ça, pour le coup, c'était très clair que je veux au moins un enfant. Et donc, il y a quand même déjà une réflexion de « Ok, ma famille, c'est pas juste mon amoureux, c'est aussi mes amis et la manière dont je veux qu'ils aient, ils ou elles, aient un rôle dans ma vie, quoi. » Est-ce que tu as des choses là qui sont vivants en toi, des enjeux particuliers par rapport à ces questions-là d'amour, de sexualité, de foi en ce moment dont tu aimerais parler ? En fait, actuellement, je suis quand même dans un truc où je me sens un peu déracinée quand même vis-à-vis de ma religion. Et je trouve que c'est pas évident d'être agnostique et de pas de pas avoir une religion en particulier qui peut nous nourrir. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où je me sens frustrée parce que ce serait plus simple en fait d'avoir une religion. Et je me dis peut-être qu'il faut que je me convertisse, peut-être qu'il y a autre chose qui me correspondrait mieux. En même temps, j'ai l'impression que je suis trop j'ai du mal avec l'autorité, le concept. Donc je suis toujours en fait dans cette ambivalence quoi, entre le dogme et la foi. Et puis en fait, j'essaye de vivre ma foi dans mes relations aux autres. Et je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais moi je trouve. Tu trouves? Les auditoristes diront, mais enfin. L'amour est si fondamental dans son sens le plus large dans la religion chrétienne, les religions, enfin, que je trouve que la relation aux autres, c'est ça, quoi. Et d'ailleurs, moi, mon passage préféré de la Bible, qui est vraiment un guide pour moi, c'est la lettre aux Corinthiens, qui par ailleurs dit des trucs terribles, et qui dit en Corinthiens 13, les 3 choses qui resteront quand tout sera fini, c'est l'amour et la foi et l'espérance. Et ça finit par, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Et ça m'a toujours énormément touchée, comment l'amour était mis, en fait, même au-dessus de la foi. En fait, mais parce que pour moi, c'est indissociable. C'est que la foi, c'est l'amour, quoi. Et que du coup, l'amour, ça se matérialise aussi par sa relation, et même essentiellement par sa relation à soi et aux autres, quoi. Donc, donc c'est une idée qui me parle, ce lien à la spiritualité à la fois par le lien aux autres, quoi. Ouais, c'est ça. Je connaissais pas le texte. Je veux bien que tu me l'envoies. Oui, je t'enverrai. Mais oui, c'est complètement ça. Et je suis vraiment, encore une fois, je suis très contente de pouvoir, d'avoir cet échange avec toi parce que ça me permet de formaliser des choses que j'avais pas formalisées avant. Et en fait, pour moi, les 2 trucs les plus importants, c'est vraiment l'amour et la liberté. Et en fait, je sais pas où ça va me guider concrètement en termes de religion et de spiritualité. Mais si déjà j'arrive à avoir des belles relations d'amour dans tous les sens du terme, que ce soit avec l'amour romantique, mes amis, ma famille, ou même dans le lien dans mon travail, quand j'interviewe des gens, j'essaye aussi d'être dans le soin vis-à-vis de mes témoins d'être tournée vers les autres. En fait, pour moi, c'est vraiment ça le cœur du truc.
Trop chouette. Ben, c'est un super beau message. Est-ce qu'il y aurait un truc dont on n'a pas parlé où tu t'es dit mince, j'aurais bien aimé parler de ça? Peut-être si par rapport au genre et à la bisexualité. Oui, carrément. En fait, c'est pas du tout. Au final, je crois que j'en ai assez peu parlé, mais parce qu'en fait, au final, pour moi, le genre n'a aucun sens et c'est pas quelque chose que je comprends en dehors de la construction sociale. Et du coup. Pour moi, aimer l'autre, c'est vraiment indépendamment de son genre. Et au final, c'est... Oui, je suis bi, mais en fait, c'est un peu un non-sujet en réalité. Voilà. Bah, je suis hyper heureuse de t'avoir. D'ailleurs, demain, je sais pas si c'est demain pour les auditoristes, enfin, dans un mois, j'interviewe Floralie Reza, qui est une militante trop bien. bi. Et je suis ravie parce que je suis moi-même bi et j'avais très envie d'avoir des témoignages, quels qu'ils soient, dans toute leur diversité, de femmes ou de personnes qui sont bi comme moi, quoi. Donc, voilà, ça me tenait aussi ça me tient vraiment à cœur, quoi. Oui, parce qu'au fait, au final, l'amour, c'est tellement un absolu que ça n'a pas de genre, en fait, je trouve. Et toutes les considérations métaphysiques qu'on peut avoir sur la complémentarité des sexes et le mariage qui unit un homme et une femme et le yin et le yang et machin truc, enfin, je suis là, c'est bon. ça me gave. Et oui, les bi sont dans une fluidité qui crée plein d'enjeux parce qu'elle n'est pas comprise de plein de gens qui ont des envies de binarité très claires, mais voilà, tout va ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, je remets évidemment, tout est en barre d'infos pour se procurer ton livre si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices. Et voilà, merci. Merci.